Bonjour et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce podcast estival. On est en compagnie de Arnaud. Salut Arnaud, comment vas-tu? Il fait chaud, mais peut-être que ça vient de moi. Hein. Ouais. Je sais pas. C'est peut-être le chapeau. T'es en Sibérie, c'est ça? Ouais, je suis dans la Sibérie de la France. D'ailleurs, on me l'a déjà dit, vu qu'on m'a déjà dit que le Limousin c'était la petite Sibérie. Alors, ouais. je pense que, je pense que c'est tout à fait usurpé. Hein. C'est absolument pas vrai. Du coup, aujourd'hui, sujet important, bolter ou plasma gun? Ben moi, alors c'est vraiment un dilemme parce que du coup, effectivement, j'ai toujours adoré les armes plasma, et aussi les multifuseurs. Ça, c'est un truc, ça m'a toujours plu. Mais dans mon expérience Dark Tide-esque, très honnêtement, bolter forever. C'est voilà. Ok, bon, allez, on va. Le sujet plus sérieux aujourd'hui, ce sont les. C'est le chapeau. Je lève le chapeau. Voilà, c'est le chapeau de la connerie. Voilà. Mais ça me fait penser au. D'ailleurs, dans Warhammer, les légions là, dans le froid, là, c'est les loups, je sais plus là, comment ça s'appelle. Alors, il y a le truc de Valalan, je crois, ah, comme c'est ça. Ouais. Ils ont ce style de chapeau là. Voilà, il y a les gardes impériaux, il y en a plein des gardes impériaux, mais alors je sais plus si c'était il me semble que c'est Valalan, mais les experts nous fact-checkeront. Voilà. Donc l'idée c'est un peu de parler des chargeurs, chargeurs tambour, chargeurs haute capacité. Pourquoi la question, pourquoi c'est pas devenu la norme? Pourquoi les chargeurs tambour finalement qui ont l'air si fantastiques sur le papier? Pourquoi il y a eu des essais, enfin ça a été adopté quand même par certaines armées et finalement on y revient un petit peu quoi. L'idée c'est un peu de mettre le pour et le contre de chaque chose, peut-être revenir à la genèse déjà des chargeurs, parce que c'est vrai qu'on était au début simple pile, après double pile, après je pense que ça a évolué vers les tambours. Alors, déjà je vais faire un petit plaisir à mon camarade Pierre Brevard. Un petit point sémantique pour commencer. Alors, on utilise tous le terme chargeur, sachant que c'est un terme inapproprié. En fait, on devrait parler de magasin amovible, vu qu'en fait, le chargeur, c'est le dispositif qui permet de charger à l'intérieur de l'arme. Mais bon, passons, c'est passé dans le langage courant, donc on va dire chargeur. C'est écrit dans ton livre? Non, d'ailleurs, je crois pas. Ah ouais, non, j'en sais rien. Enfin, c'était pas le but. C'est juste que parce que je sais que si je le dis pas, je vais y avoir droit derrière. Donc, c'est pour ça que je le dis. Bon, c'est passé dans le langage courant. Et pour une fois, les anglo-saxons, ils ont une appellation qui est finalement bien plus précise que nous, vu qu'ils appellent ça magazine. Et effectivement, c'est un magazine. En allemand aussi, c'est magazine. Ouais, tout à fait. Vraiment, chez nous, ce qu'on devrait appeler un chargeur, outre la personne qui s'occupe de charger, ça devrait être la lame chargeur, qui effectivement est un chargeur. Bon, ça c'était la première chose. Alors, l'alimentation des armes dans l'histoire, effectivement. Alors, en fait, on a eu du double pile assez rapidement parce que quand on regarde le Mauser 1898, c'est déjà du double pile. C'est pas du magasin amovible, c'est du magasin fixe. Mais en fait, on a du double pile assez rapidement parce que, et là justement, c'est intéressant comme introduction parce que ça nous permet justement de bien comprendre où est l'enjeu. L'enjeu du magasin, c'est d'offrir la capacité de stockage maximale pour un encombrement réduit. Et quand on dit un encombrement réduit, comprenons bien, c'est un compromis dans l'encombrement qu'on autorise. Par exemple, avoir un chargeur qui fait 50 cm de long qui dépasse sous l'arme, ce n'est pas pratique parce que quand on va tirer en position allongée, ça va devenir une gêne. Voilà. Et de même, avoir un chargeur qui serait sur le côté et qui serait comme ça dessus, ça serait problématique, notamment quand on va se déplacer dans des zones confinées. Alors, je pense pas forcément qu'au bâtiment, je pense également quand on va se balader en forêt, parce que si on a une réglette sur l'arme de ça de largeur qui s'accroche dans tous les branchages, ça va être problématique. Donc c'est d'ailleurs c'est pour ça que la norme est globalement, on est tous calés sur 30 cartouches quoi. Alors, c'est une bonne question de savoir pourquoi on s'est calé sur 30 et pourquoi on s'est pas calé sur 20. Je pense qu'effectivement, la question est justement de se dire qu'est-ce qui est acceptable comme taille de chargeur qui dépasse vers le bas. Et donc, effectivement, sur les munitions intermédiaires, parce qu'on dit 30 cartouches, mais c'est pour les... ça va être pour je pense forcément... pistolets mitrailleurs, voilà, et fusil d'assaut, donc on va dire les calibres intermédiaires et les calibres d'armes de poing. On est à 30, et d'ailleurs, c'était rigolo, parce que pendant longtemps, c'était pas 30, c'était 32. Et pourquoi 32? Parce que c'est indivisible de 8, ce qui était la capacité de la plupart des chargeurs. Donc en fait, quand on avait un Luger ou un P38 avec un chargeur à 8 cartouches, on avait un chargeur de MP40 qui était à 32 cartouches, parce que 4 x 8, 32. Tout simplement. Et donc ça, c'est des considérations logistiques. Bon, après, on s'est aligné sur des chiffres ronds.
Même si ça match à peu près, quand on regarde un PAMAS c'est 15 et si on prend un pistolet mitrailleur moderne, pendant longtemps les pistolets automatiques modernes c'était 15, maintenant on est plus proche des 17, 18 voire 20 pour certains, et après quand on regardait un MP5 c'est 30 et 2 x 15 30. Bon après de toute manière ça fait longtemps que les munitions maintenant elles sont conditionnées globalement par cinquantaine, par centaine, mais voilà, voire par trentaine pour les fusils d'assaut. Mais voilà, on fait plus des conditionnements par 8. Mais c'est vrai que on prend les Suisses, le Stonggewehr 90 est à 20. Ils ont fait le choix, les Suisses, de garder le chargeur à 20, et je pense que a priori c'est pour le tir couché. Ah ben complètement. Soit moins embêtant, quoi. Voilà, et le FAMAS, je pense. Alors, il y a aussi une autre chose, on va en parler juste après. Le FAMAS, le chargeur, c'était 25. Le M16A1, le premier, c'est 20 coups. Les chargeurs 30 coups sont introduits pendant la guerre du Vietnam. Voilà. Il y a aussi une autre considération par rapport à ça, c'est que plus on va rajouter de munitions à l'intérieur du chargeur, plus on va être obligé de lui donner une courbure pour respecter la conicité de la munition. Avec des munitions qui sont plus ou moins, enfin, je dis munitions, mais on va dire du tracé calibre. Et on a des munitions plus ou moins coniques. Quand on prend une 7,62-39, c'est hyper conique. On a des chargeurs hyper courbes. Voilà, quand on prend une 5,56, c'est un petit peu moins courbe. Mais cette courbure de chargeur peut être, entre guillemets, un souci sous certains égards. Voilà. D'ailleurs, c'est cette histoire de chargeur de FAMAS à 25, alors qu'il a la rafale de 3. Ce qui fait que je lis souvent sur Instagram des Américains. À chaque fois qu'il y a une photo du FAMAS, les mecs sont c'est complètement débile, le chargeur fait 25 et il a des rafales de 3, et ça colle pas au nombre de cartouches. Mais à quel moment les gens se disent que la rafale de 3 elle est calée sur la capacité du chargeur? Non, la rafale de 3 ou la rafale de 2 elle est calée sur le fait de quelle rafale peut-on faire pour en exploiter un maximum d'efficacité sans on va dire arroser le plafond. Et déjà à 3 dans la majorité des cas c'est trop. Voilà, la rafale de 2 pour moi par exemple est bien plus on va dire pertinente. Qu'importe, c'est pas le sujet, on s'en fout. Et surtout à quel moment on est censé passer la rafale de 3 et entamer un chargeur plein. C'est-à-dire, voilà, en fait, il y a dans la tête de ces gens-là, visiblement, quand on passe la rafale de 3, il faut un chargeur plein dedans et il faut vider tout le chargeur en rafale de 3. Non. Oui, non, voilà. C'est pas cohérent. Alors, a priori, pourquoi? Alors ça, il faudrait en parler avec des spécialistes du FAMAS. A priori, le chargeur de 25 sur le FAMAS, c'est pour éviter d'avoir un chargeur courbe. C'est pour avoir un chargeur droit. Donc, voilà. A priori, c'est le maximum que tu peux avoir avec le 5,56 avant de devoir faire une courbure. Voilà. La différence entre le chargeur du M16 à 20 coups et à 30 coups. C'est qu'il y a une courbure. Voilà, exactement. Et donc, a priori, c'était ça l'explication. Et après, bon, on voit bien avec les FAMAS G2 qui utilisent des chargeurs de type M16, justement, que bon, on peut avoir un bullpup avec un chargeur de 30. Mais à l'époque, c'était pas envisagé comme ça. Donc, Mais du coup, c'est intéressant ce qu'on dit parce que la solution, justement, le Trommel, enfin le chargeur tambour, parce qu'on appelle ça tambour, ou je sais même pas si on dit camembert. Ouais, si, nous on disait franco-français. Ben ouais, ça se disait beaucoup pour la Thompson, de parler du chargeur. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est. Ouais. Mais voilà, alors Thompson et PPSH 41 un petit peu par mimétisme avec la Thompson, mais effectivement, chargeur camembert, voilà, ça se disait. Bon, maintenant, c'est vraiment passé sur le tambour parce que les Américains disent drum. Drum Magazine. Et voilà, oui, et donc effectivement. Et Trommel, alors Trommel en allemand, je sais pas si c'est tambour justement. On peut vérifier si tu veux qu'on regarde. Allez, un petit coup de Deeple. Ouais, c'est tambour. Okay. Voilà, et donc ouais, effectivement, alors, ça ressemble à un tambour. Alors, par exemple, il y a des chargeurs tambour qui, on en reparlera, n'en sont pas nécessairement. Je pense au comment ça s'appelle, moi je l'appelle le frisbee de la DKRF de Poulimet. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que c'est pas vraiment un tambour. Mais ça, on en parlait. Ouais, pour moi, ça ressemble à un frisbee. On dirait qu'il y a un frisbee, voilà. Ou alors c'est une arme extraterrestre et c'est une soucoupe volante qui s'est posée dessus. Donc voilà, ça c'est parce que je regarde X-Files en ce moment. Donc oui, le chargeur tambour. Alors il a l'air de résoudre quand même le problème. Alors, on gagne en hauteur. Enfin, en tout cas, on reste dans la compacité en hauteur, mais on met plus de cartouches. Ouais, en fait, on a une garde au sol pour employer un langage automobile qui reste raisonnable. Et par contre, on va avoir une compensation avec une augmentation d'empattement sur les côtés. Donc ça, entre guillemets, bon, c'est acceptable. Ouais, c'est comme les boîtes de excuse-moi, je te coupe, de bandes de mitrailleuses, le M249, des trucs comme ça, quoi.
Voilà, on va... On a un cube, quoi, ou la PK, voilà. Exactement. Pareil. Et sachant qu'effectivement, quand on regarde un petit peu historiquement, alors ce serait intéressant de faire ça. Il y avait tout à fait, au début du siècle, un semi-automatique qui utilisait un chargeur comme ça. Alors, si on regarde... Non, pas à bande. Non, je parle pas. Non, je mets les bandes de côté. Là, on parle vraiment de trucs. On pourra parler des bandes, mais là, je les mets de côté. On parle vraiment que de magasin. Okay. Bon, déjà, si on regarde un Krag Jorgensen, l'alimentation, c'est un chargeur rotatif. Certes, un magasin rotatif. Certes, il est à l'intérieur de l'arme, donc on le voit pas. Mais le stockage des munitions, il suit bien à l'intérieur comme ça. Et non, mais c'était. Le Johnson 1941. Mais c'est plus tardif. Mais c'était pas le Farcari là. Ouais, c'est ça. Ouais. Le Farcari, voilà. Je crois que c'est 20 ou 25 cartouches. Voilà. Qui est tambour. Bon. 1915, je crois, de mémoire. Voilà, exactement. Ce que j'allais dire, je pense que sur, on va dire, un chargeur amovible à tambour, je sais pas si on n'est pas. Alors, sachant que l'arme n'a pas vraiment été adoptée, ça reste, à ma connaissance, que du prototype. Ouais, il y a un peu d'exemplaires. Hein, mais on est sur des choses. Et après, je pense que si on a un tambour, on va dire le premier tambour réglementaire qui a adopté, je pense que c'est celui du Luger Artillery. C'est le Trommel Magazine du Luger. Oui, il arrive en même temps à peu près que celui du Mondragon. Ouais. C'est pareil. Mais 1916, 1917. Moi j'ai vu, c'est un Hongrois qui a fait le truc. Je crois que son premier brevet, ça va être 1913-1914. Mais les chargeurs arrivent un peu tard. Moi je parlais d'armement, c'est toujours pareil, je parle d'armement qui fait date dans le paysage. Et le Mondragon, malgré, on va dire le Mondragon, d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis Mondragon, le Mondragon, effectivement c'est une superbe pièce, c'est une pièce qui est historiquement très intéressante. Elle a une légitimité parce qu'elle a été adoptée, effectivement, par l'armée mexicaine. Si tu me corriges, parce que tu connais mieux le sujet que moi. Oui, mais ils ont jamais payé la commande. Voilà. Et mais, donc, entre guillemets, en Suisse. Pour moi, c'est comme l'histoire des brevets, c'est pas quelque chose qui fait date dans le paysage armurier. Pour moi, les choses qui font date sur le paysage armurier est quelque chose qui va être adopté, utilisé massivement et qui va, on va dire, qui va laisser une marque dans la tête non seulement des concepteurs d'armes mais également des utilisateurs. Et pour moi, le premier, c'est le Trommel Magazine. Et en fait, le Trommel Magazine, il porte déjà en lui comment ça s'appelle, je pense, l'essence du problème de ces chargeurs-là. Ils sont coûteux à fabriquer, ils sont plus compliqués à mettre en œuvre, ils sont plus fragiles et donc ils sont moins fiables. Et sachant que la fiabilité, pour une arme militaire, c'est toujours le critère numéro 1. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai encore vu passer l'autre jour un fabricant d'armes. Un fabricant d'armes américain qui faisait une vidéo et qui mettait le critère fiabilité en numéro 6 dans ses critères pour la conception d'une arme à feu. Je sais pas comment ça peut arriver en numéro 6. Une arme qui fonctionne. Les 5 critères avant? Le premier, moi ça m'a fait mourir de rire, la létalité de l'arme. Ouais. Déjà c'est plutôt la létalité de la munition et ensuite ça c'est, on va dire, ça c'est ils testent comme ça de baseball, tu vois, ils tapent avec, c'est pas impossible. Il y avait la létalité, il y avait la précision. La précision c'est pareil, c'est un critère, c'est assez relatif pour le contexte militaire, quoi. Exactement, etc. Pour moi le premier des critères ça reste la fiabilité, parce qu'une arme à feu, quand on appuie sur la détente, si elle fonctionne pas, elle sert juste à rien. Donc elle est contre-productive parce qu'elle fait prendre des risques. Donc voilà, qu'importe. Et donc du coup je pense que le Trommel Magazine du Luger, je pense qu'il porte en lui l'essence du problème, c'est-à-dire c'est coûteux, c'est pas si simple que ça de mise en œuvre, on en retrouve derrière la manivelle pour le remonter. Il y a une grosse manivelle à mettre, voilà. Et c'était les armuriers des régiments qui devaient charger les chargeurs. Et c'était pas du tout c'était pas censé être les soldats qui devaient le faire, tu vois. Alors, rien que là, déjà, on sent que ça va pas. Voilà. Mais bon, c'était livré en caisse par 5. Over-engineered, voilà, comme disent les trucs. Voilà. Et le camarade Pierre dirait justement, typiquement allemand, c'est-à-dire vraiment un truc d'ingénieur. Voilà. Mais du coup, oui, ça a fait date parce qu'il y a une utilisation. Oui, ça a introduit, je pense, ça a pavé la voie on va dire, à des choses qui se feront par la suite. Et d'ailleurs, on va retrouver ce chargeur tambour sur les premiers MP18. Les MP18-1 vont utiliser ça. Mais par contre, on voit bien que dans l'évolution directe du MP18, le MP18-2 abandonne le chargeur tambour au profil d'un magasin droit. Tout de suite, c'est effectivement droit.
Et sur le côté, et pourquoi sur le côté? Parce que justement, pour le tir couché. Ouais. Exactement, pour le tir couché. Voilà, et d'ailleurs, on va le retrouver après derrière. Et attends, d'ailleurs, ils sont double pile, ces chargeurs-là. Oui, et ils sont... Alors, ici, on va parler d'une chose. Alors là, il faudrait vérifier là-dessus. Il y a double pile et il y a la... Donc ça, c'est la manière dont les munitions sont stockées. Ça peut être en double pile. On verra même que ça peut aller à 4 piles, notamment pour un chargeur qui fait date, celui du Soumis KP31. Mais après, l'autre question, qui est une question qui est intéressante pour deux critères, fiabilité et on va dire facilité de garnissage, c'est le fait que la munition soit présentée sur une ou deux lèvres. Si elle est présentée sur une lèvre, on va dire que la présentation est simple, et si la présentation se fait sur alternativement une lèvre puis l'autre, t'as vu, je fais bien ça avec mes doigts, voilà, c'est la présentation alternée. T'as des exemples d'armes Ah oui, bien sûr. Alors, présentation pour la présentation simple pour les pistolets mitrailleurs, parce qu'après, quasiment tous les pistolets automatiques sont des présentations à simple pile. Beretta 92 FS, CZ75, Glock, SIG, on est sur des présentations pile unique, stockage alterné à l'intérieur, qu'on dit aussi en quinconce. Donc pour les pistolets mitrailleurs, la Sten, le MP40, on va avoir la MAT 49 évidemment. Présentation alternée, si on va loin dans le temps, la Thompson, qui est peut-être une des premières à avoir une présentation qui est alternée dans son magasin droit, pas le magasin évidemment Tambour qui lui a une présentation unique. Voilà, après dans les très connus, le Uzi, et après la plupart des pistolets mitrailleurs modernes, parce qu'aujourd'hui dans les pistolets mitrailleurs modernes, vous n'avez pas de présentation en pile unique, vous avez toujours une présentation alternée. Vous prenez un MP5, c'est alterné, vous prenez un UMP, c'est alterné. Je ne connais pas de contre-exemple moderne, attention. J'ai dit je connais pas, je n'ai pas dit que ça n'existait pas parce que je sais pas tout, évidemment. Donc voilà, et donc il va y avoir ça qui va être important. Et alors je pense que sur le MP18-2, MP18-2, je pense que la présentation est simple. Mais je suis pas sûr, voilà. Et sachant que c'est mieux d'avoir la présentation. Le 2, je sais pas. Le 1, c'est sûr que ça ressemble à un chargeur de Luger. Donc, ouais, tout à fait. C'est voilà. simple pile. On peut regarder, on va taper MP18-2 mag et on va voir un petit peu ce qu'il en retourne. Et d'ailleurs, ça me fait penser au MP28 avec son, tu sais, ou la Lancaster là, qui est une copie anglaise. Il y a un chargeur super long, je crois de 40 cartouches. C'est à peu près le même standard que les chargeurs de Sten. Ouais, avec un chargeur qui est long comme un jour sans pain, il a environ une cinquantaine de coups, ouais, tout à fait. 50 je crois, à vérifier. Mais oui, ça semble. Mais alors, je me demandais, en regardant ce genre de choses, est-ce que. Parce qu'il y a un problème, c'est quand même le ressort. Il y a un moment donné, le ressort, est-ce qu'on pourrait faire, allez, juste pour le test, tu vois, un chargeur de 100 cartouches en 9 para, est-ce que y a quand même une contrainte de ressort? La capacité, ça doit jouer dessus. Forcément, on peut pas faire un ressort qui est, tu vois, suffisamment fort pour pousser 100 cartouches non plus. Alors si, je pense qu'on est capable, mais maintenant, alors il faut bien comprendre que un chargeur, dans son fonctionnement, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte, notamment dans l'utilisation d'une arme à réarmement automatique. C'est qu'il y a une fenêtre alors je vais faire un jeu de mots de merde, une fenêtre de tir pour présenter la munition correctement au système de fermeture. C'est-à-dire il faut que la munition monte, et qu'elle se présente bien comme il faut en face du système de fermeture pour être prise en compte convenablement, parce que si quand le système de fermeture revient vers l'avant, la munition est pas tout à fait présentée comme il faut, elle peut être prise en compte par la jupe, se mettre en travers, etc. Donc ça effectivement ça peut être lié à un problème de ressort, mais là si tu veux par rapport au ressort, moi le sentiment que j'en aurais c'est que ça c'est industriellement alors purée, les mots qui me viennent pas, c'est industriellement solutionnable, c'est-à-dire pour moi faire du ressort de qualité ça sera jamais qu'une question de coût, donc on va y arriver. Après par contre l'autre problème qu'on va avoir par rapport à ça, c'est l'augmentation des frictions à l'intérieur du chargeur, parce que ce qui va freiner la montée des munitions à l'intérieur d'un chargeur, c'est le fait que plus on en met, plus il y en a qui frottent sur le corps du chargeur, plus ça va ralentir pour l'ascension. C'est pour ça que d'ailleurs sur des chargeurs qui sont un petit peu anciens et qui sont un petit peu fatigués, les problèmes d'alimentation, on va les rencontrer quand le chargeur est chargé à fond, plutôt que quand le chargeur est chargé faiblement. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté une complexité, c'est les frictions à l'intérieur du chargeur. Et l'autre chose qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il faut que le chargeur il soit approvisionnable par l'utilisateur. Si on a un chargeur qui est beaucoup trop dur, et notamment avec les présentations en pile unique pour les gens qui ont chargé des chargeurs de Sten dans leur vie ou de MAT 49, quand on a dépassé la dizaine ou la quinzaine de coups, sans la chargette, c'est infaisable. Parce que justement, on a l'augmentation des frictions
plus un ressort qui est fort, et donc du coup ça devient problématique. Donc faut être capable de le faire. Voilà. Bah, du coup, ça c'est marrant parce que justement, je me faisais la réflexion que je tire au Luger régulièrement pour le tir sportif. On met 5 cartouches. Je mets mes 5 cartouches dans mon chargeur, ça se passe très bien. Je le fais à la main, nickel. Sachant que normalement, il y a un petit outil pour tu sais que tu mets sur le côté. La clé de démontage. La clé, pour 5 cartouches, j'ai pas besoin de la clé. Mais en fait, quand je veux aller jusqu'à 8, ça devient vachement dur. Alors je me disais, bon, c'est mon ressort, il a une centaine d'années, il est un peu habitué à ce que je le descende à 5 cartouches, mais pas que j'aille plus loin. Alors je suis pas sûr qu'il ait pris des habitudes. Non mais bon, c'est une façon de parler, mais tu vois ce que je veux dire. Et je me dis, après, je sais pas, certains disent que bon, les ressorts finalement ne fatiguent pas des chargeurs. Si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Alors après, mais attends, il y avait pas une histoire, excuse-moi, juste là, HK qui disait pour son G3, on pouvait laisser des chargeurs pleins pendant 2 ans et les ressorts ne bougeaient pas. C'est exactement ce que j'allais dire. Désolé, c'est les moustiques, je me gratte le pied. Et donc voilà. Non, tout à fait. C'est-à-dire, voilà, il y a laissé le chargeur grailler pendant 2 ans sans que ça soit un problème, ce qui est bien évidemment pour une arme militaire, et plutôt quelque chose qu'on demande. Donc c'est ce que je disais, ça, on va dire industriellement, on sait le solutionner. On sait faire des ressorts de chargeurs de qualité, donc c'est pas le problème. Par contre, ça vieillit, et par contre, ils ont dit 2 ans, ils ont pas dit 100 ans. Quand on a des armes, justement, tu parles d'un P08 ou les P08 de Première Guerre mondiale, mon Dieu, ils ont tous déjà plus de 100 ans. Là, c'est pas la même chose. Et effectivement, par exemple, mon pote Gilles Sigro à Toulouse, que je salue bien, refait faire des ressorts, des kits de ressorts pour ressorts récupérateurs et ressorts de chargeurs pour réavoir la fiabilité de l'arme, parce que ces ressorts, au bout d'un moment, ils sont fatigués. Et ça se sent d'ailleurs quand on remet un ressort neuf par rapport à un ancien, on le sent qu'on perd on va dire, de la constante de raideur. Donc voilà, donc non, bien sûr que ça vieillit, les choses s'abîment, et après il y a des choses qui vont vieillir plus ou moins bien, et je fais partie des gens qui pensent qu'aujourd'hui l'industrie métallurgique est meilleure que ce qu'elle n'était au début du XXe siècle, mais il y a des gens qui sont convaincus du contraire. Personnellement, je pense qu'on a une meilleure maîtrise des aciers. Par contre, je pense qu'on succombe beaucoup plus facilement à l'utilisation d'aciers de basse qualité pour des raisons de coût de fabrication. Mais quand on veut mettre des bons aciers, on sait faire de très bons aciers. Et donc, tu parlais tout à l'heure du Xiaomi P31 avec son chargeur... 4 colonnes. Ouais, 4 colonnes. Bon, 4 2 fois double pile, mais comment ça fonctionne, ce truc ? Alors, les chargeurs 4 colonnes fonctionnent à peu près toujours de la même manière, c'est-à-dire on va avoir une planchette élévatrice qui va être compartimentée en deux, avec une partie qui se télescope dans l'autre. C'est-à-dire le cou du chargeur, qui est généralement plus étroit, soit pour présenter une seule cartouche, soit pour s'insérer carrément dans l'arme, et donc du coup généralement on est sur 2 cartouches, sur 2 cartouches en quinconce. On va avoir une planchette élévatrice qui va aller dans cette partie-là, et cette planchette élévatrice, quand on va garnir le chargeur, va se rétracter. Au bout d'un moment, on va arriver sur une autre, et l'autre va prendre le relais, et on aura les 2 planchettes élévatrices qui vont travailler de concert. Et on va les retrouver, donc ce système-là, on va le retrouver certes sur les Xiaomi KP31, mais on va également les retrouver sur les chargeurs grande capacité sur Fire qui avaient été faits pour M16, et également sur des chargeurs de 60 cartouches qui ont été faits par les Russes, et qui ont été utilisés notamment sur les... alors il y a des gens qui mettent ça sur des AKSU, mais je pense que l'idée c'était surtout de mettre ça sur les... comment ça s'appelle plutôt sur soit sur des variantes fusil mitrailleurs, soit sur des variantes pour services spécialisés. Je pense à la N94, la cabane, ou je pense à la EK 971 et ses dérivés. D'accord. Voilà. Et ça semble plutôt pas mal en fait comme système. Alors là, l'énorme avantage, c'est qu'on a un système qui est plus simple qu'un chargeur à tambour. On n'a pas de problème de remonter le mécanisme. On a une gestuelle qui est exactement la même que celui du chargeur standard. Donc on va garnir. J'en ai gardé quelques-uns. Bon, les chargeurs sur Fire, si ma mémoire est bonne, c'est pas insurmontable à charger, mais ça devient pénible quand même au bout d'un moment. Par contre, je pense qu'on a les mêmes écueils de fiabilité, c'est-à-dire qu'on a un problème de frottement. Sachant que les munitions frottent sur le paroi, mais elles se frottent même les unes les autres. Notamment parce qu'il va y avoir à ce moment-là, la munition, on va passer de 4 à 2, et ce moment où on va frotter, où ça va faire, les munitions se frottent les unes les autres. Et donc, à mon avis, c'est un problème de fiabilité. J'en avais testé un de chargeur comme ça, à 4 colonnes, purement commercial, qui a jamais été un truc militaire. Si tu veux, je te filerai. Il est dans le livre d'ailleurs. Là, pour le coup, tu vois, je peux faire la blague. Il est dans mon livre. Voilà, qui est un chargeur purement commercial américain à 4 colonnes pour les chargeurs d'AK. Ça marche très mal quand tout est très propre.
Donc j'ose même pas imaginer Ah qu'il y a ouais. un peu de merde à l'intérieur. D'accord. Voilà. Et alors c'est assez rigolo parce qu'on l'entend même, ça fait chlonk, 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 chlonk. C'est assez, quand on le manipule, on sent que c'est tout sauf fluide. Donc voilà. Et les chargeurs tambours, parce que du coup c'était un petit peu ta question par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est sans doute un peu moins problématique. Alors sachant que dans les chargeurs tambours, on a des chargeurs tambours avec des escargots où il y a une seule cartouche, mais on en a aussi avec des tambours à 2 cartouches. On essaye de jouer sur les 2 tableaux. Ils sont pas forcément moins fiables que ces chargeurs 4 colonnes, par contre ils sont plus compliqués. Donc voilà, et ce qui explique que, à mon avis, les soviétiques, quand ils ont fait le chargeur de la PPSH 41, on va pas se mentir, je pense qu'ils ont ils se sont librement inspirés, c'est la manière polie de le dire, du chargeur tambour du KP31. Vu que le KP31, les chargeurs existaient sur 3 formats. On avait le chargeur double pile normal, le chargeur que moi j'appelle le chargeur cercueil, parce qu'on dirait un petit peu un cercueil à 4 piles, et le chargeur tambour. Les soviétiques, quand ils ont copié, ils ont fait le chargeur tambour. Au début, ils avaient fait le chargeur tambour pour les PPD 34-38, et donc qui avait la particularité d'avoir un long coup en plus d'avoir la partie tambour, c'est-à-dire ajouter de la complexité à la complexité, comme ça vous êtes sûr que c'est encore moins fiable, plus le fait que pour mettre dans les portes chargeurs, c'est juste un calvaire. Et je pensais à ça après. Mais voilà, exactement, parce que ça c'est quand même un problème. Et donc après les soviétiques, ils ont fait ce chargeur-là, et je pense que les soviétiques étaient, ils ne rechignaient pas, quand on lit un petit peu l'histoire, à tester et à comparer au matériel étranger. Et quand ils trouvaient quelque chose qui leur allait chez les étrangers, ça ne les dérangeait pas de copier. C'était la fin justifier les moyens. Donc littéralement, ils s'en foutaient. Je pense qu'ils n'ont pas pris le chargeur à 4 colonnes. Ils l'ont pas pris pour rien. Ils ne l'ont pas pris pour rien. C'est parce qu'ils ont dû constater que c'était moins fiable que le chargeur tambour. Et ça me paraît assez cohérent. Mais d'ailleurs, on voit que les Américains, la Thomson, les Russes avec la PPSH 41. La Thomson n'est pas une arme de guerre. On le dira jamais assez. Désolé de casser les mythes, bref, c'est en tout cas, elle a été utilisée complètement durant la Seconde Guerre mondiale avec des chargeurs tambours. Au début, parce qu'a priori, je sais. Ah oui, non mais attends, j'ai pas terminé. On a donc comment ça s'appelle les Finlandais avec leur Suomi. Alors il y a eu quand même un peu aussi la MP40 avec son chargeur collé en proto. C'est pas un chargeur grande capacité, hein. C'est la capacité de faire un changement rapide de chargeur, si je te dis pas de conneries. On parle du MP42, si je te dis pas de MP40/2 en chiffre romain, c'est ça hein, l'appellation me semble-t-il. De mémoire, on n'alimente pas sur les 2 chargeurs en même temps. Ça permet d'avoir, en fait c'est un système de couplage de chargeurs qui permet de décaler l'un à l'autre, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, en tout cas, on voit que juste pour prendre les Russes et les Américains. Je vais t'expliquer pourquoi je me marre. Tous les deux sont revenus sur effectivement. Donc la Thomson, ils ont arrêté sur des chargeurs simple pile, enfin double pile, pardon, droit, je veux dire. Le PPSH 41, alors attends, est-ce qu'il a un adaptateur? Je sais plus. Il est 43 direct. Il n'y a même pas de chargeur tambour, c'est tout de suite. PPSH 41, ils ont commencé la production avec les chargeurs de 71 coups, qui a été beaucoup utilisé, beaucoup distribué. Très rapidement au cours de la guerre, ils se mettent à fabriquer des chargeurs de 35 coups, pour le coup, qui sont double pile, présentation unique, et quand ils penseront à la PPS 43, qui est pour moi, c'est la sainte merveille, la PPS 43, ils vont passer à la présentation alternée. Et quand on a tiré un bon peu à la PPSH 41, pardon, mais c'est ce qui est mon cas, très vite, on arrête d'utiliser les chargeurs de 71 coups. On préfère utiliser les chargeurs de 35 coups. Beaucoup plus facile à garnir. La prise en main est meilleure parce que un des gros problèmes du PPSH 41, c'est qu'on ne sait pas quoi faire de sa main gauche quand on est droitier. Oui, c'est vrai que c'est un peu. J'aime bien un peu comme ça sur le. Enfin, j'ai tiré avec le Trommel, mais chargeur limité à 10 coups. Et d'ailleurs, effectivement, truc qui sera largement corrigé sur la PPS 43 où on a le puits de chargeur qui sert justement de poignée. Et là, pour le coup, la prise en main, même si elle est un peu spécial,
elle fait largement le job. Voilà, mais oui, ils vont l'abandonner. Et les Américains, la Thompson 1928, certes, utilise des chargeurs, mais en plus, un calvaire à insérer dedans. Faut l'insérer culasse à l'arrière. J'avais parlé de ça aussi. Voilà, faut prendre le rail. Voilà. Sur la M1, ils l'abandonnent. Voilà, ils vont pas le reconduire. Et alors, toutes mes expériences d'utilisation, y compris avec des chargeurs d'origine, de chargeurs tambour de Thomson, ça a été un calvaire au niveau fiabilité. J'en ai jamais vu un où on a pu faire un chargeur complet, et sachant que les armes étaient révisées, en bon état. Chargeur tambour. Hein. Ouais, chargeur tambour. Ah ouais. Munitions manufacturées, chargeur en bon état. Voilà, alors que avec le PPS, le PPS H41, oui, on arrive à faire des chargeurs de 71 coups. Voilà. C'est parce que tu devais lui envoyer des ondes négatives à la Thompson, alors du coup, ça marchait pas quoi. Même pas, vu qu'avec les chargeurs de 30 coups, voilà. Alors après, j'envoie des ondes négatives. Pourquoi je dis que la Thompson est un pistolet mitrailleur qui n'est absolument pas militaire? Ça n'a jamais été fabriqué, ça n'a jamais été conçu par une commission militaire ou quoi que ce soit. Ça a été conçu dans un coin par des gens, certes, qui avaient un background militaire pour faire un pistolet mitrailleur. C'est pas une arme de production de masse, c'est horriblement compliqué. L'ergonomie est dégueulasse. Enfin, il n'y a rien qui va sur ce truc-là. C'est voilà, ça a fait le job, mais objectivement, c'est le pire pistolet mitrailleur qui a été probablement proposé, produit et utilisé jusqu'en 1945. Clair et net. Ouais. Voilà. Bon, je vais me faire des copains. Ouais, voilà. Alors soyez courtois dans les commentaires. Voilà. non, mais moi je vous donne une arme. Non, mais je réfléchissais, tu vois. J'étais en train de j'allais te troller avec la Sten MK1, tu vois, qui est bien moche, bien dégueulasse. Ben non, c'est une arme de produit c'est une arme qui a été conçue pour être fabriquée en masse. Bon, l'ergonomie est tout à fait... Thompson, quoi. Ah ben moi pas. Mais absolument pas. Mais alors jamais de la vie. Mais absolument pas. MK, hein, la MK. Ah ouais, je parle bien de... Ouais, d'accord. Ah mais moi sur la si tu veux, un jour on fera la tier list des armes pourries ou un truc comme ça. La Thompson est une arme mythique, est une arme magnifique. Elle est très très belle. Non mais ouais, elle est très, elle est super belle. La finition, elle est bien fabriquée. Hein. C'est mythique. Très bien fabriqué. C'est historiquement fabuleux. C'est une arme de daube. Elle est pas terrible. Ce n'est pas fabuleux. Voilà. C'est bon. Bah écoute, on fera ça pour peut-être un autre podcast plus tard. Le procès de la Thompson. Après celui de la LR15 quand même. Hein. Putain, faut vraiment qu'on s'en occupe de celui-là. Ouais. Du coup, donc le tambour finalement. Pardon, vas-y. Non, mais je parlais de pistolet mitrailleur quand je disais le pire truc produit. Je parlais de PM. Donc le tambour, finalement, ok, grosse capacité, c'est très bien, mais un encombrement minimum par rapport à la capacité. Alors, encombrement minimum, c'est-à-dire garde au sol, on va dire garde au sol rationnel au regard de la capacité. Mais par contre, effectivement, on parlait les porte-chargeurs, rien que ça, déjà. Comment tu trimbales des trucs ronds comme ça sur toi? C'est un peu plus compliqué. L'insertion du chargeur, on va dire, en combat sous stress. Même le PPS, alors la Thompson, c'est cauchemardesque. Il faut trouver le rail sur le côté. Il faut, quand même, le culasse à l'arrière. Il faut globalement, faut céder, faut actionner l'arrêtoire le crochet de chargeur pour s'aider à l'insérer. Hein. C'est vraiment pas instinctif. C'est vraiment juste un gros cauchemar. Ah oui, puis il faut tirer la culasse à l'arrière aussi pour l'enlever parce que bon, bref. Donc ouais. Non, pas terrible. Et alors l'encombrement, déjà le 50 coups est hyper encombrant, mais alors il y avait un 100 coups en plus. Ouais, il y a un 100 coups. Voilà. Cauchemardesque. Donc, et ça coûte plus cher à fabriquer. Oui. Et c'est plus compliqué enfin c'est moins fiable du coup. C'est moins fiable, plus compliqué à alimenter, à garnir. Alors, je pense qu'un des chargeurs, les gens vont me dire, ouais, soviétiste et tout ça. Je pense qu'un des chargeurs tambour les plus modernes et qui, on va dire, a essayé de faire la meilleure des propositions à ce sujet-là, c'est le chargeur russe du RPK en 762 par 39 et après ils ont abandonné, c'est à dire quand ils sont passés au 545 ils ont arrêté le chargeur tambour. Là on a un chargeur qui est un peu plus simple. Pourquoi? Alors le russe c'est celui qui ne s'ouvre pas à l'arrière. Il y a un chargeur de RPK en 762-39 qui s'ouvre à l'arrière, qui est en photo dans le livre. L'autre aussi il est en photo, donc je te pousserai les photos si tu veux, c'est pas un souci. Okay. Voilà, l'autre il y a une pédale dessus et à chaque fois qu'on met une cartouche on appuie sur la pédale et on met une cartouche et on appuie sur la pédale. C'est laborieux, c'est chiant, vaut mieux être deux. Mais ce chargeur, globalement, c'est le plus fiable. A priori, c'est un des plus fiables en chargeur tambour qui est. Voilà.
c'est pas la panacée. Honnêtement, c'est un truc que j'ai amené 3 fois ou dans ma vie au stand de tir pour le montrer aux gens, pour tirer avec. Je préfère largement tirer avec un chargeur 30 coups qui se regarnit beaucoup plus facilement. Et là, pour le coup, celui de l'AK, l'introduction et le retrait, c'est exactement pareil que sur les autres AK. Sur la PPSH 41, effectivement, l'introduction du chargeur est un peu chiant parce qu'il y a un rail de guidage, mais alors il n'est pas comme sur la Thompson, il n'est pas sur un plan horizontal, il est sur un plan vertical. Et il n'y a pas de guidage sur le bord du puits de chargeur. Il faut vraiment trouver ça. Bon, c'est un coup de main à prendre, c'est pas le pire, mais voilà. Et alors, du coup, on arrive quand même à peu près à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les chargeurs tambours, globalement, c'est fini. L'idée est là, mais ça devient pas la norme en tout cas. Réglementairement, uniquement le RPK. Ouais. Je dis uniquement. Moi, j'ai que le RPK en tête. Voilà. Bah après, je réfléchis sur la guerre froide, tu vois, tous les fusils, les battle rifles et tout ça, il n'y en a pas un qui prend un chargeur tambour ou grande capacité. Alors, précisons pour les gens qui nous écoutent que le matériel qui est commercialisé sur le marché civil américain n'est pas du matériel de guerre. Hein. C'est du matériel parce que des chargeurs tambours, les Américains. Je parle vraiment que. Voilà, on parle de trucs réglementaires. Ouais. Fin de la guerre froide. Alors, ça serait intéressant parce que je pense qu'on en rate et je pense que des tentatives. Si, l'Ultimax 100, chargeur tambour. Voilà. Alors. On est dans les années 80, on est fin des années 70, début des années 80. Tu as fait un article de toute façon. Oui, exactement, ouais, tout à fait, il y a un article sur la publication, mais je ne l'ai plus en tête, mais fin des années 70, début des années 80. L'Ultimax 100, où c'est un vrai chargeur. On a l'utilisation, quand HK va proposer sa variante fusil mitrailleur du G36, le MG36, c'est avec le magasin, le C-Mag. Le double chargeur tambour là. Voilà, exactement. Mais les retours qu'il y a eu là-dessus, c'est quand même pas d'une grande fiabilité. Alors moi j'en ai eu utilisé pour du M16 et pour du G36. Voilà. Bon, mais c'est le G36 version lourd là, c'est ça un peu la version MG36 canon lourd, voilà exactement. Okay. Canon lourd, c'est-à-dire d'apparence il ressemble énormément à un G36 tout court, mais surtout la grosse différence c'est qu'il y a un canon lourd dessus et un bipied. Donc il y a un bipied plus étoffé que le bipied d'origine en plastique qu'il y a sur un G36 de base. Donc voilà, donc oui, MG36. Donc c'est à vérifier pour le bipied, mais il me semble bien que le bipied de MG36 est plus étoffé. Voilà, et donc oui, ça a été proposé, mais à ma connaissance, ça n'a pas été beaucoup utilisé. Et après, chargeur. Après, en fait, je pense notamment à 3 trucs. Le P90, le Calico. C'est pas un tambour. Alors, c'est un écho. Ouais, mais justement, dans les idées nouvelles, puisque le tambour semble être une impasse finalement. Et j'ai perdu du coup le fil. Le bison. Ouais, mais le bison, c'est comme le Calico, c'est un chargeur hélicoïdal. Donc, et j'allais justement parler du bison en parlant du Calico, parce que le Calico est un produit purement civil du marché américain. Voilà. Et comment s'appelle le bison, par contre, pour le coup, dont le chargeur, si je dis pas de bêtises, a été conçu par Viktor Kalachnikov, le fils de Mikhail Kalachnikov. Voilà, là pour le coup, est une arme militaire. Voilà. Mais par contre. C'est marrant parce que le Calico, pas le Calico, le Bison, le PP19 Bison, il sera en fait globalement, j'ai envie de dire d'un point de vue conceptuel, rétrofité en Vitias pour utiliser des chargeurs droits. En quoi ? En Vitias. C'est pistolet mitrailleur en 9 para des Russes sur la carcasse globalement qui ressemble à une carcasse de Kalachnikov. C'est pas un système à empreinte gaz, c'est une culasse non calée. Et donc ils enlèvent ce chargeur hélicoïdal et ils mettent des chargeurs droits dessus qui ressemblent à n'importe quel chargeur droit de pistolet mitrailleur moderne. Et à ma connaissance, le Bison n'a pas fait date là-dedans parce que bon. Alors effectivement. Attends, la cartouche c'était 5,45. Ah non, le Bison et le truc c'est du 9 para. Ah oui, d'accord. Ouais. Et il y a quand même une capacité de combien ? Bonne question, on doit être à plus d'une 50aine de coups. On va regarder. Voilà. Parce que ça semble être pas mal quand même, quoi. Le chargeur hélicoïdal, mais je pense qu'on retrouve les mêmes écueils au niveau de la fiabilité que les les chargeurs tambours, et je pense que c'est pour ça. Alors PP19. Wikipédia, après ses premiers liens. Alors il y a 64, 53, 45 ou 36 coups, selon le type de munition. Voilà, exactement. Donc voilà, moi j'avais une cinquantaine. Là ils disent 45 cartouches.
effectivement, on doit en rentrer plus en Makarov vu que la munition est plus courte, et moins en Tokarev. Ça me surprend qu'ils aient proposé ça en Tokarev. On va aller regarder, le Wikipédia. Alors, ils mettent carrément que les chargeurs de PPS 43 sont compatibles. Ah ben parce que le chargeur de PPS 43 est vraiment pas mal. Il est vraiment bien. Moi, de toute manière, PPS 43 est un truc que j'aime bien. Il utilise sans doute une tôle un peu fine pour le chargeur. Donc visiblement, c'est voilà parce que donc l'épaisseur des tôles sur les chargeurs au niveau de la solidité, ça a une certaine importance vu que comme je l'ai évoqué, dès qu'on a des frictions parasites et on va dire une déformation du chargeur, ça génère une friction parasite. On va avoir des problèmes de timing au niveau de l'alimentation. T'as tiré au Calico ? Non, je suis même pas sûr de l'avoir eu en main sur un salon. C'est une bonne question, faudrait que je regarde sur les trucs, je me souviens plus. Ah si, attends, on en a vu un en 22 LR. Non, Calico tu parles, je croyais que tu parlais bison. Ah ouais non mais Calico, oui, j'ai accès en 22 long riff et j'ai tiré avec un en 9 para. La version pistolet en 9 para, voilà du Calico. Ça marchait pas mal, mais toujours bien comprendre que là moi pour le coup j'étais dans une utilisation stand de tir, donc on était au stand et voilà. Alors c'est un démonstrateur technologique intéressant le Calico. C'est pas attention quand je dis que c'est un truc du marché civil américain, ça veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça veut dire que je connais pas d'utilisation militaire pérenne de la chose et qu'il faut se méfier de ce qu'il y a proposé et de ce qu'il y a en capacité réelle. Ouais. Voilà. De même, c'est la parenthèse, j'arrête pas de la dire en ce moment, mais c'est pas parce qu'un matériel a été testé et utilisé brièvement par des forces spéciales que c'est l'alpha et l'oméga du matériel. Les forces spéciales utilisent, et déjà le terme force spéciale, il y aurait long à dire, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Les forces spéciales testent énormément de types de matériel parce qu'ils ont des besoins spécifiques, mais c'est pas parce qu'ils le testent qu'ils l'adoptent et qu'ils le gardent pendant longtemps. Ouais, ok. Alors il y a un autre point aussi important quand même du chargeur tambour, c'est le poids. Ouais. Parce que bon, c'est bien de mettre 50, 60, 70 munitions, 70 cartouches dans un chargeur, mais ça rajoute quand même vachement de poids. Et c'est là où je pense que le 30 coups, ça offre le bon compromis finalement, quoi. Alors c'est là que le plastique se démarque particulièrement. Si tu veux, on fera une parenthèse parce qu'on parle de chargeurs de manière générale sur mes considérations sur les chargeurs plastiques parce que ça aussi il y a long à dire. En fin de compte, on va dire le poids d'un chargeur, il faut le considérer à sa capacité. C'est-à-dire en fait c'est une division simple qui est à faire, c'est-à-dire on prend un chargeur 71 coups, on va diviser le poids du chargeur par 71, on va prendre le chargeur 30 coups, on va le diviser par 30 et on va regarder l'écart qu'on a par rapport à ça. Vu qu'en fin de compte, cette question elle est intéressante, pas quand on a le chargeur en main, parce qu'on s'en fout en fait que le chargeur soit lourd quand on l'a en main. La question elle est intéressante sur le pactage du soldat, c'est-à-dire est-ce qu'on rajoute du poids sur le pactage total du soldat. C'est une question intéressante à faire. Peut-être que tu pourras le mettre en insert. On le fera, on passera un chargeur 61 coups de PPSH et on fera la contrepartie en 35 coups. Et je sais pas si c'est tellement plus lourd. Et la question se pose aussi sur la bande, parce que la bande aussi, la bande c'est ça, mais la traction de bande, il faut bien penser que ça génère un alourdissement de l'arme, parce qu'on a le système de traction de bande sur l'arme et ça complexifie également le fonctionnement de l'arme. Bref, on va voilà. Donc oui, ça va peut-être ajouter du poids. Je suis pas sûr que ça soit si significatif que ça. Voilà. Et le chargeur par exemple de Trommel, le chargeur tambour de l'Ultimax 100 est en polymère. Idem pour les CMAG. Les CMAG, c'est du polymère. Voilà. Et alors la fragilité. Alors sur le CMAG, je ne sais pas, je l'ai pas vu casser. Par contre sur les chargeurs d'Ultimax 100, on a une fragilité au niveau des lèvres, parce que j'ai déjà vu les lèvres péter sur ces chargeurs-là. À ma connaissance, pas fabriqué par HK, donc c'est des CMAG américains. À ma connaissance là-dessus. Et alors justement le polymère pour ou contre, bien au contraire, pour moi le polymère pour le chargeur c'est très très bien. Il faut que le polymère a de très grandes qualités. Le polymère il a des défauts qu'il supporte difficilement les mauvais traitements, et mon expérience là-dessus est très influencée par les chargeurs de G36. Les chargeurs de G36, ils sont très résistants au choc, il n'y a pas de problème. Ils sont plus résistants au choc que la plupart des chargeurs sur on va dire des chutes et des choses comme ça. Parce qu'un chargeur en tôle, quand il subit un choc, généralement la tôle elle se déforme, elle ne revient pas en place. Le chargeur en polymère c'est binaire, c'est-à-dire généralement la plupart des chocs qui vont générer de la déformation sur du chargeur en tôle va, on va dire, générer juste une déformation temporaire avec une remise en place. Et si on arrive à un point de rupture du plastique, généralement le chargeur en tôle de toute manière aurait été détruit aussi, c'est-à-dire la déformation, voilà. Donc en fin de compte,
le chargeur en plastique, il a une élasticité qui est meilleure. Par contre, ce qu'il ne va pas supporter, c'est les mauvais traitements au niveau des lèvres, les chargeurs en polymère, parce que tout simplement, les gens, quand ils vont garnir le chargeur, en fonction de comment ils vont faire, ils peuvent appliquer des pressions que là, pour le coup, le plastique supportera moins facilement que le chargeur en tôle. Ça, c'est le problème. Et c'est pour ça que le meilleur des mondes, c'est quoi? C'est d'avoir des lèvres en acier et d'ailleurs des points de contrainte en acier et un habillage en plastique. Non seulement parce que le plastique supporte bien les coups, mais parce que le plastique est plus léger et parce que le plastique est inoxydable. Et ça, c'est vachement important parce que les chargeurs, quand ça s'oxyde à l'intérieur, c'est caca. Après, c'est vraiment problématique. L'oxydation, ça rajoute énormément de friction. Les chargeurs d'Aka, ils ont des lèvres en acier, non? Les chargeurs, en bakélite, je parle. Voilà. Alors en bakélite, sachant que la bakélite, voilà, donc c'est une matière plastique. Les chargeurs type AG4 d'Aka, ils ont les points d'ancrage qui sont en acier, ils ont les lèvres qui sont en acier et ils ont ce que j'appelle une colonne vertébrale en acier, c'est-à-dire devant et derrière, il y a une rigidification en acier. Mais le gros du chargeur, l'habillage, et là où les munitions vont toucher le corps, c'est du plastique. Et ces chargeurs, effectivement, sont très très bons. Mais il y a des chargeurs, voilà, alors bon, il y a des gens qui sont très très fans des chargeurs d'épée mag, voilà, qui sont très fans dessus. A priori, effectivement, ça a l'air pas trop mal. C'est quoi, c'est des chargeurs d'Aka aussi? Non, pas du tout, pour les AR-15 justement, c'est pour ça que je parle de ça. L'épée mag, c'est Magpul, voilà, les chargeurs Magpul. Voilà, les gens en sont très très satisfaits. Également, visiblement, un collègue que je salue également, Julien, me disait du plus grand bien des épée mag qui étaient faits pour G36. Moi, j'aime bien le chargeur d'origine de G36. En enlevant ces saloperies d'ergot sur le côté de couplage, tout à l'heure, pourquoi je souriais quand on parlait du MP40, over-engineered, c'est-à-dire le chargeur de MP40 avec, donc on pousse le chargeur pour le recharger rapidement. Après, on aura donc, on retrouve ces ergots qui permettent de recharger plus rapidement, voilà. Et sinon, on a le duct tape, donc le truc du pauvre, où on prend les deux chargeurs et on les scotche ensemble. Mais les Suisses ont les chargeurs qui se couplent aussi comme ça. Hein. Alors, il n'y a rien dans le règlement, j'ai lu le règlement le manuel du FAS. Il n'y a rien qui dit visiblement ils peuvent aller jusqu'à 3. J'ai vu des photos de mecs qui s'amusent à mettre 3 chargeurs. On en a fait un, je dois l'avoir, la photo en bon, stock. Ça va être, voilà, c'est pour le rigoler, je pense. C'est le troll. Au stand de tir, ça va être très marrant. Dans des conditions réelles, ça doit poser un petit peu problème quand même. Alors, le G36 aussi le fait. HK avait fabriqué pour les MP5 et les HK33 des coupleurs de chargeurs pour répondre à ça. Alors, sachant que globalement, c'est une mode. Voilà, au début, ça se faisait avec du duct tape et ça se faisait tête bêche, c'est-à-dire on mettait le chargeur à l'envers. On le voit pas mal sur des photos de temps du Vietnam. Oui, et d'ailleurs sur la M14, et je me dis, mais le mec se couche, il se fout dans la boue alors, il a le chargeur qui arrive dans la boue. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, là où c'est intéressant, alors le problème effectivement de ça, c'est qu'on va avoir les lèvres et on va avoir les munitions qui vont être soumises aux intempéries et aux 4 vents. Potentiellement, on va rentrer de la merde à l'intérieur du chargeur. Alors, ça existait avec, il y avait des caches qui se mettaient, qui s'enlèvent, mais ça rajoute de la complexité. C'est-à-dire, c'est toujours pareil. Après, on peut avoir des utilisations extrêmement spécifiques. Pour une unité d'intervention, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle une unité d'intervention? C'est une unité de type police, ça peut être le GIGN, ça peut être le RAID, ça peut être les SWAT teams, voilà, qui va faire du travail dans des milieux, on va dire, où généralement, je dirais pas aseptisés, mais quand on est en milieu urbain, certes, on va avoir de la poussière, mais finalement, on va beaucoup travailler debout, il y a peu de chances qu'on s'allonge, on va travailler rapidement. Ce type de dispositif peut être très intéressant parce que, ma foi, quand on va rentrer dans un appartement, effectivement, on peut avoir... Il y aura peu de probabilité qu'on ait, on va dire, des corps étrangers qui viennent à l'intérieur et on aura rapidement 2 chargeurs qui seront proches l'un de l'autre. Là, ça s'entend. Mais effectivement, pour, on va dire, un soldat qui fait son travail tous les jours de campagne, qui est dehors, qui va, on le voit aujourd'hui beaucoup en Ukraine, se balader dans des tranchées, des choses comme ça, à mon avis, c'est un non-sens. C'est vraiment un non-sens. Après, c'est un non-sens, c'est toujours pareil. J'ai jamais vu une vidéo d'ailleurs en Ukraine où les mecs l'ont fait. Comme ça. J'en ai pas vu après. Après, c'est toujours pareil, c'est comme la baïonnette au canon. Pour moi, je prends toujours cet exemple. C'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose qu'on peut faire sur une utilisation extrêmement ponctuelle. C'est-à-dire se dire, la baïonnette, on va pas se balader en permanence avec une baïonnette au canon. Par contre, quand on va monter à l'assaut, on sait que c'est pertinent de mettre la baïonnette au canon. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire sur une action d'assaut extrêmement ponctuelle, ça peut être pertinent parce qu'on sait qu'on va être sur une phase de mouvement, qu'on va pas forcément s'allonger énormément. On sait qu'on va avoir besoin d'un volume de feu important. Là aussi,
on va faire une parenthèse après sur la puissance de feu et le volume de feu. On va avoir besoin d'un volume de feu important. On peut faire cette prise de risque, c'est-à-dire de se dire j'ai besoin d'un chargeur ou d'une capacité de rechargement rapide. Et là, effectivement, ça peut être rationnel d'utiliser ça. Donc voilà, donc j'ai envie de dire dans ces cas-là, pourquoi pas. Et effectivement, le chargeur tambour, c'est un peu la même chose. Un chargeur de 71 coups sur une PPSH 41, mon Dieu, quand on monte à l'assaut, oui, c'est un avantage indéniable sur quelqu'un qui a un chargeur de 30 coups en face. Voilà, parce qu'on va avoir un volume de feu important. Pourquoi je distingue volume de feu de puissance de feu? La puissance de feu, c'est la capacité, on va dire, d'atteindre sa cible de manière répétée avec une certaine rapidité. Plus on augmente cette rapidité et plus on augmente, on va dire, la capacité de le faire, plus on augmente la puissance de feu. Par contre, le volume de feu, c'est tiré comme un con pour, on va dire, cracher des pélos, mais sans se soucier de ce que les pélos vont faire. Le but de l'opération, c'est bien de faire en sorte, normalement, quand on tire, que le tir atteint sa cible et la détruise. C'est ça la vraie puissance de feu. Donc voilà, c'est pour ça que je fais une distinction entre puissance de feu et volume de feu. Donc, en gros, on va, je pense, arriver un peu à la conclusion. Enfin, même s'il y avait quand même peut-être le P90, parce que je trouve qu'il est quand même vachement bien. Oui. Enfin, le chargeur est bien, il est bien dans la ligne de l'arme. Ben justement, non. Le chargeur est bien, alors c'est pas l'écho que j'en ai. Il a été sur plein de planètes différentes. Ça, c'est sûr. Voilà, comment ça s'appelle les Goa'uld le détestent. Exactement, j'allais dire les Goa'uld le détestent. Voilà, alors autant j'aime bien X-Files, autant j'ai jamais vraiment accroché sur Stargate. Enfin, j'avais adoré le film au cinéma quand j'étais jeune, mais alors la série, moins quoi, je sais pas, ça doit être MacGyver. Et donc, ouais. Donc, alors, le P90, alors, sachant que je vais introduire une nuance par rapport à mon expérience personnelle là-dessus. Bon, le P90, l'arme, elle est vachement intéressante. Déjà, elle est intéressante pour son calibre, le 5.728. Elle est intéressante pour l'ergonomie. L'ergonomie est vraiment pas dégueulasse. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai adoré. Hein. J'ai eu en main, alors, c'est le paradoxe, j'ai eu en main, j'ai étripé, je connais bien. J'ai jamais eu le loisir de tirer avec. C'est pas. Voilà. Quelle indignité. Quelle indignité. C'est sur le service public. J'allais dire le noob, mais bon. Ouais, complètement. Voilà, donc bon, et pourtant j'ai tiré au 5.7, j'ai tiré au MP7, et à chaque fois que j'ai eu l'opportunité d'avoir l'arme et les munitions en même temps pour tirer, j'ai pas pu, j'étais pas là. Donc voilà. Alors l'arme, elle est vachement intéressante à plein de niveaux. Moi, les retours que j'ai eu par rapport aux différentes unités qui l'ont utilisé et qui l'utilisent encore, voilà, parce qu'a priori il y a encore des unités qui l'utilisent, c'est qu'il y avait des problèmes avec justement le vieillissement des chargeurs. Mais je mets une nuance, pourquoi ? Parce qu'on est quand même champion d'un truc, nous, c'est de ne pas comprendre que les choses ont des durées de vie. Donc peut-être que si on respectait les prescriptions fabricants quant à la durée de vie des chargeurs, et si on les renouvelait assez régulièrement, les problèmes n'en seraient pas. Donc voilà, donc l'arme est intéressante. Après, c'est quoi la durée de vie ? Parce que je comprends pas pourquoi ça vieillirait aussi vite. Parce que c'est du plastique, même les lèvres c'est du plastique, et que quand on va faire des opérations de garnissage et de dégarnissage, surtout sur le P90, où là pour le coup on est obligé... quand on revient sur la problématique de la présentation à pile alternée ou à présentation à pile unique, le gros avantage de la présentation à pile alternée, c'est qu'on met la munition dessus, on pousse et c'est bien rentré dedans. Et c'est facile. Et d'ailleurs, il faut surtout pas ces chargeurs les garnir autrement, c'est-à-dire les garnir en faisant glisser les munitions par la lèvre. Faut les faire clipper. Là. Faut les clipper. Parce qu'un chargeur 2PA, par exemple, la présentation simple, on est obligé de faire glisser la munition vers l'arrière. D'où le fait que la chargette soit utile parce que ça va nous soulager une contrainte. Voilà, donc ça c'est vraiment le problème. Mais ces chargeurs-là, il faut vraiment pas le faire comme ça. Le chargeur du P90, la présentation se fait unique après avoir passé le virage comme ça de 90 degrés poussé par les cartouches les unes les autres et à la fin par des fausses cartouches. Voilà, et donc ce truc-là, visiblement en vieillissant, les lèvres, en vieillissant, à force d'être manipulées, les lèvres se bouffent. Les lèvres en se bouffant, visiblement, on a des problèmes, des défauts d'introduction. Vu que c'est une des phases les plus problématiques en termes de fiabilité, l'introduction de la munition, c'est-à-dire le moment où la munition est prise en charge, où elle va être guidée jusqu'à l'entrée du canon et jusqu'à la fermeture, c'est là où on va avoir plein de problèmes. Voilà. Donc, visiblement, ça vieillit mal. Et s'il y a bien une chose, visiblement, qu'il aurait fallu réviser et changer sur le P90, pour la durabilité, c'est ça. Voilà, parce qu'après l'arme elle est fiable, c'est une arme de guerre. Pour le coup, on parlait d'armes qui n'étaient pas d'armes de guerre. Le P90 est clairement une arme de guerre. Donc voilà, c'est intéressant. Et après, on pourrait questionner la munition, mais c'est un autre débat. Moi, c'est pourquoi il n'y a pas le même système mais avec du 5,56. Je pense qu'en termes de largeur, c'est trop large. Attends, une arme qui ferait 5 cm. Je te dis que c'est trop large. Alors, par contre, sur le G11.
le stockage, les munitions étaient verticales. C'était pas horizontal. Bah, alors je pensais au G11 avec Voilà. ses Voilà. munitions carrées. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Bah Qui là, étaient le stockées stockage comme ça. optimal. Ouais, alors, du coup. je fais comme ça, mais en fait, je réfère comme ça, vu que l'index généralement désigne l'ogive, et en fait, elles sont stockées vers le bas, comme ça. Ouais. Donc, oui, la D'accord. tête vers le bas. Elles rentrent comme ça, et quand elles descendent, elles tournent à Et l'intérieur. c'est quoi le chargeur? C'est un truc pareil, c'est un truc en long là que- Ouais, enfin, ça ressemble à une réglette. une barre Voilà. quoi, ouais. C'est une réglette. ouais. Et d'ailleurs, quand on regarde sur l'arme, on a 2 chargeurs d'avance sur D'accord. les côtés. C'est Ok. voilà. Donc, et des Mais chargeurs de 50 coups. Et c'est vrai qu'idéalement, des munitions carrées, en fait, avec le corps rectangulaire, c'est quand même. Bah, au niveau stockage, tu Alors, perds pas de place, quoi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Au niveau efficient, on va dire d'un point de vue, si on veut être efficient, effectivement, le cylindre, quand on les met les unes à côté des autres, il y a plein d'espaces vides. Ouais. Et donc, c'est pas rationnel. Maintenant, ça a d'autres avantages. Ça tourne, ça roule. Bah, oui, oui, Le oui. fait d'avoir un peu d'espace vide, c'est peut-être pas complètement con par rapport à de l'encrassement. Donc voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, le carré, c'est en taux de remplissage, on est top. Oui, oui, complètement. Il n'y a Ouais. pas eu d'autres tentatives d'ailleurs de munitions carrées. Enfin, bon, c'est très con parce que Non, mais la t'as phrase des est un peu munitions- bizarre, hein, mais, Non, mais t'as les je munitions. parle bien de l'étui, hein, par contre, T'as les hein, pas de munitions la balle. hein. triangulaires. T'as les munitions. T'en as eu des triangulaires, pareil avec des cartouches combustibles. triangulaires Oui. Ah ouais Purée, Ça parle pas. Hein. c'est sur une espèce d'ersatz de revolver qui a été Ah ouais fait dans World of Gun. Je lance World of Gun pour vous trouver le nom. C'est le Darwick. Ah oui, d'accord. Oula, oui, c'est ça. ok. J'ai C'est peur d'écorcher, un truc Je- moche, extrêmement moche. Mais et, c'est ouais. pensé pour être efficace. Voilà, Ouais. j'en profite pour faire un peu de pub. Jouez à World of Gun, c'est l'été là. Allez-y, jouez à World of Gun. Ouais, c'est vrai que c'est vachement bien. C'est vachement bien, il y a ouais. énormément. Ne prenez pas ça comme de la même manière que ce que je suis en train de dire, que ce que Thomas est en train de dire. Ne prenez pas ça pour la parole d'évangile. Remettez toujours tout en question. Autorisez-vous la réflexion. D'ailleurs, c'est pas Là, autorisé. j'ai mis Voilà. Weird Revolver et je tombe direct dessus. Quoi. Ouais, alors c'est comment là l'appellation? C'est Dardic. Dardic, voilà. Je Ouais, savais puis que en plus, j'allais le jeu de l'écorcher. mots entre Dar et Dick, bon, voilà, un peu bizarre. Ah, tu crois qu'ils ont fait ça? Quelle Non. indignité. Effectivement, alors c'est fois pas encore. vraiment triangulaire, hein, c'est Bah, un ça peu... arrondit. Ouais, Ouais. ça arrondit. Ça arrondit. Mais si tu veux, quand on regarde la forme géométrique, voilà, il y a ça. Les munitions de chez Voer, je sais plus si elles sont cylindriques. Donc, on va taper Voer. Et le gyrojet, c'était quoi? C'était des petites fusées rondes. C'est voilà. Les Voer, quelle forme elles ont? C'est pour ça, tu vois, bon, le plasma Elles gun, sont rondes franchement... aussi. Ah mais non, mais ça de toute manière. Mais de toute Ah non. manière, il y a pas photo. L'arme laser sur le papier vend du rêve. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas la faire. Vitesse de la lumière pour le tir. Donc, pas de correction avec la distance, pas de correction avec le vent, etc. et compagnie. C'est juste parfait. Pas de limite de distance. Alors, si, il doit y avoir une déperdition d'énergie avec la distance. Mais voilà, donc non, l'arme laser, c'est sûr que le jour où on maîtrise ça, tout le reste est à l'amende. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé dans Star Wars, quand ils tirent n'importe où dans l'espace, où vont les lasers, quoi. Alors bon, non, mais de toute manière, je crois qu'au niveau de la physique, tout le monde est bien d'accord pour dire que dans Star Wars, il n'y a rien qui va. Hein. Donc voilà, alors, j'adore Star Wars. En plus, ça, allez, unpopular, c'est les Allez. vacances, on se lâche. Unpopular opinion. En plus de ça, moi, honnêtement, j'ai regardé, donc j'ai fini par tous les regarder. Alors, j'ai grandi évidemment avec le 4-5-6, donc c'est les meilleurs, il n'y a pas photo. Quand les 1, 2, 3 sont sortis, bon, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai toujours un peu de mal avec. Voilà, tout ça c'est de la faute d'Obi-Wan et tout, je peux pas, voilà. Et par contre, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça devant les 7, 8, 9, même si je suis bien d'accord de dire que pour du Star Wars, c'est quand même pas fabuleux quoi. C'est voilà, mais moi j'ai Bon, quand bref, bon c'était spectacle. le Voilà, bref. petit aparté, voilà, pour Voilà. bien se faire Tout bâcher le encore monde- dans les commentaires. Exactement, tout le monde s'en branle, mais c'est les vacances. Voilà. Bref, du coup, pour résumer un petit peu l'idée, les chargeurs tambours, c'est bien dans les jeux vidéo, ça marche super bien, c'est vrai. Par contre, en réalité, c'est finalement pas terrible, quoi.
Ouais, c'est pas terrible. Moi, ça, en tout cas, on va dire, ça me paraît pas être une solution qui mérite d'être utilisée. Il faut, c'est toujours pareil, par rapport à l'utilisation d'une arme à feu, il faut introduire une certaine dose de rationalité par rapport à ces desiderata. Et le fait que le magasin, il ait une capacité, on va dire, de 20-30 coups, il faut déjà considérer qu'en fait, c'est très bien. Et après, plutôt que de favoriser un chargeur plus gros, il faut faciliter des solutions de rechargement commodes. C'est-à-dire le but de on recharge rapidement, etc. Oui, voilà. Voilà. Et après, pour les armes dont l'objectif est de faire du volume et de la puissance de feu efficace, je pense tout ce qui est fusil mitrailleur et mitrailleuse, on a un autre système qui est l'approvisionnement par bande. Et là, par bande, donc notamment avec les maillons désintégrables, alors ou les tronçons, les tronçons, parce que vous prenez une PK, c'est pas des maillons désintégrables, c'est des tronçons de 50. C'est pas plus problématique que les maillons désintégrables. Là, on a une flexibilité, là, on a un rapport pareil. Serait intéressant de peser, pareil, les maillons par rapport, tu vois, les tronçons. Ah oui, 50 maillons par rapport à un chargeur. Toujours pareil, le poids par munition. Voilà. Je ne sais pas, je pourrais pas le faire, c'est de la catégorie 1. Ouais, mais ça pour le coup, moi, c'est du matériel auquel j'ai régulièrement accès. Ouais, je sais, donc je peux le faire. Mais un peu, ouais. pour être tout à fait honnête, il faudrait intégrer à ce poids-là le surpoids qui est généré par l'arme. Parce que les Russes se sont posé la question quand ils ont adopté le 5,45 de savoir est-ce qu'ils faisaient un fusil mitrailleur de type alors ça ressemblait un peu à un PK en 5,45 et ils l'ont pas fait et ils ont reconduit le concept de la RPK. Le RPK étant donc Rochnoï Poulemet Kalachnikov, ce qui veut dire le fusil portatif, le fusil mitrailleur portatif Kalachnikov. C'est une calache alourdie, canon plus lourd, canon un petit peu plus long, mais par contre on a les mêmes chargeurs, on a la même mécanique qu'une Kalachnikov, donc c'est vraiment logistiquement très rationnel. Et ils ont reconduit ça, et je pense qu'ils avaient raison, parce que pour ce type de mission d'appui, c'est suffisant, de même que je pense qu'ils ont eu raison d'abandonner la RPD, donc qui était le fusil mitrailleur Dektiarev en 7,62-39, adopté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui a été utilisé jusque globalement à la fin des années 50, et qui a été remplacé par le RPK. Et le RPD, on a un système d'alimentation par bande, qui pour le coup, et ça on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas dit, c'est une copie du système d'alimentation par bande de MG34 et MG42. Les Russes sont très à l'aise avec le fait de copier, hein. C'est pas... ils s'en foutent, hein. Si c'est efficace. Ok, bah écoute, je crois qu'on arrive un peu au bout là, finalement, parce qu'il y a, donc on va répéter, mais voilà, l'idée, donc la fiabilité, il y a le coût aussi de fabrication. Oui. Le poids est finalement peut-être pas un argument en défaveur. On fera, je vais faire les mesures tout à l'heure. Oui, alors si, il y a un truc sur lequel, pour pas dire qu'on n'a pas évoqué le sujet, doit-on considérer donc le fameux frisbee de la Dektarev comme un chargeur tambour? Pour moi, la réponse est non, de même que celui de la Lewis. Pourquoi? Parce que les munitions ne sont pas en contact les unes avec les autres, c'est-à-dire elles ne se frottent pas, elles sont compartimentées individuellement. C'est-à-dire qu'on regarde un chargeur de Lewis ou qu'on regarde un chargeur de... Alors la Lewis c'est un peu moins vrai parce qu'elles sont compartimentées en fait en piles les unes sur les autres, mais un chargeur de Dektarev, en fait, elles sont logées, elles se touchent pas. Elles sont séparées, ce qui les pousse, c'est de la tôle qu'il y a entre les munitions. Donc c'est pas vraiment des chargeurs de tambour. Est-ce qu'on rencontre des inconvénients similaires? Oui, je pense qu'au niveau des frictions, c'est mieux maîtrisé. Par contre, on a des chargeurs qui sont extrêmement pénibles à approvisionner. Ça, c'est clair. Le graillage de ces chargeurs est vraiment dégueulasse. On a des chargeurs qui sont fragiles. Les soviétiques, ils les baladeront dans des caisses métalliques, ces chargeurs-là, parce que dès qu'ils ont le moindre pet dessus, ça bloque et ça génère des incidents de tir. Et d'ailleurs, les soviétiques les abandonneront avec donc le système RP46 où ils vont introduire l'alimentation par bande et après il n'y aura plus d'utilisation de ces chargeurs là. Après c'était pas forcément pire que d'autres chargeurs mais par exemple je pense pour les fusils mitrailleurs vu qu'on est là-dessus, je pense que le système d'alimentation des fusils mitrailleurs avec les chargeurs de Bren de 24-29 par le dessus, c'était pas plus con, même si je comprends pourquoi les soviétiques ont préféré avoir un chargeur très plat par lequel on puisse viser par-dessus. Parce que l'intérêt du chargeur de la DP28, c'est d'avoir une forte capacité, 47 coups, de ne pas alimenter par-dessous, d'alimenter par-dessus, et de viser par-dessus dans l'axe. Alors qu'avec un 24-29 et avec un truc, on ne peut pas viser dans l'axe, on est désaxé. Ouais. Donc voilà. Ok, en tout cas, voilà, on voit que finalement, on n'a pas changé depuis des décennies du chargeur 30 coups droit. J'ai pas l'impression que ça va changer non plus dans les prochaines années.
Bon, Ça on me- n'a pas de boule de cristal, hein, mais bon, Oui. ça semble être une norme qui convient à tout le Mm. monde, que Oui. ce soit à l'Est ou à l'Ouest ou dans tous les pays. Voilà, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Si, juste une critique comme ça. Tu vois, par Ah. exemple, moi, les chargeurs d'AK, 30 coups, je trouve que. Alors, bien sûr, pour monter à l'assaut, c'est vachement bien. Mais par exemple, pour les séances de tir, je préfère largement prendre des chargeurs 20 coups hongrois. Parce qu'on est bien plus à l'aise quand on tire en position allongée. Le 30 coups de AK est déjà trop long. C'est déjà vrai en 7,60-39, c'est encore plus vrai en 5,45. Et le pire étant les 5,56, ils sont extrêmement droits, les chargeurs d'AK 5,56. Ok. Bon, et bah écoute, posez vos questions dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Dites-nous ce que vous pensez des derniers Star Wars surtout. Et puis, et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine. Je pense que comment s'appelle, les Star Wars, la question, je pense que ça va être la même que celle Non, qui est Arnaud, posée. arrête. Mais non, mais je pense que c'est comme le pain à la farine de châtaigne de Guetno. C'est de la merde. Ouais. Voilà. Ouais. Mais moi, j'ai passé plutôt un bon moment, même si à plein de fois, je me suis dit, c'est ridicule. Mais bon. Non, si tu veux, on pourrait faire un vrai débat. Pain au chocolat ou chocolatine. Ma boulangère dit pain au chocolatine. Et tout le monde est d'accord. Voilà. Allez, on va se rester là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, à la prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao.